Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un format de vidéo un petit peu différent de d'habitude. On va ensemble faire une séance comme si on était à l'école. On va faire ensemble les rituels qu'on fait habituellement à l'école. On va travailler une nouvelle notion en français et on va découvrir plein de choses ensemble. Alors il y aura cette semaine une vidéo chaque jour, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et j'ai choisi comme thème cette semaine les pays d'Europe. Donc chaque jour nous allons voir un pays différent. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons en Italie. On va découvrir donc l'Italie aujourd'hui, voir un petit peu comment c'est l'école là-bas, les coutumes, ce qu'on y mange. On va apprendre quelques petits mots en italien. Et demain nous ferons un autre pays. Donc voilà, le thème de la semaine, ce sont les pays d'Europe. Parce que les élèves de ma classe le savent, dans notre classe, nous faisons le tour du monde des continents cette année. Et donc, la période 4, c'était la période des pays du continent de l'Europe. Voilà pourquoi nous partons en Italie aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà par écrire la date, c'est ce qui me semble le plus important. Alors, ce qu'il serait bien, c'est que tu prennes un cahier de brouillon ou bien même ton cahier du jour si tu l'as, ou une feuille volante, et que tout en haut, tu écrives la date d'aujourd'hui, qui est donc lundi 20 avril. Donc, elle s'affiche à l'écran pour voir si tu l'as correctement écrit, et je te laisse l'écrire sur ton cahier et la souligner. Voilà, une fois que tu as écrit la date, on est donc prêt pour la suite. Alors, on va d'abord découvrir un petit peu l'Italie et puis voir surtout où est-ce qu'elle se place sur une carte. Donc ici, nous avons un planisphère. C'est mieux si je le tiens à l'endroit. Donc, on voit, nous, la France qui se trouve ici, là, le petit pays vert. J'espère que vous voyez un petit peu de reflet, mais que vous voyez bien. Et l'Italie, eh bien, c'est juste à côté, dessous, c'est ici. L'Italie, c'est un pays qui a une forme un petit peu de botte et qui se trouve ici, sous la France. On va en profiter pour réviser rapidement les différents continents. Donc, on a ce continent ici. Qui sait comment s'appelle ce continent? Oui, il s'agit de l'Amérique. Nous avons l'Amérique ici. Nous avons ce continent ici qui est l'Afrique. Le petit continent ici qui est l'Océanie avec l'Australie. Enfin, nous avons l'Asie, qui est ce grand rouge là où c'est la Russie, puis la Chine, l'Inde, le Japon, etc. Et enfin, le petit continent de l'Europe avec la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et plein d'autres pays. Donc voilà pour le positionnement de l'Italie sur la carte. Maintenant, on va voir un petit peu comment c'est la vie en Italie. Pour cela, je vous ai préparé un petit livre qui va nous expliquer plein de choses sur l'Italie. Alors voilà ce que je vous disais, la forme de l'Italie, ça ressemble un petit peu à une botte. Vous voyez, si on regarde comme ça, c'est une grande botte avec le talon là et puis le pied devant. Donc ça, c'est la forme du pays de l'Italie. Alors, qu'est-ce que ce livre nous apprend ? Alors déjà, la capitale de l'Italie, c'est Rome. On peut le voir sur le livre là-bas, c'est un livre qui parle de Rome. Mais il y a plein d'autres villes, de grandes villes importantes. Il y a Venise, il y a, qu'est-ce qu'on a comme ville très importante? Palerme, il y a Florence, Gênes, Turin, Milan. Voilà, tout ça, c'est des grandes villes d'Italie. Alors, il y a quelque chose qui est très connu en Italie. D'ailleurs, je vous avais proposé déjà pour les élèves de ma classe une activité pour le carnaval, c'était de décorer des masques. Parce qu'à Venise, il y a un événement qui est très connu, c'est le carnaval de Venise, qui a lieu entre février et mars chaque année. Et à ce carnaval, les gens se déguisent avec beaucoup de masques, des habits colorés, on a les costumes d'arlequin, etc. Et ce carnaval, il dure pendant 10 jours. C'est un très très grand carnaval, absolument magnifique. Et on a par exemple ce genre de masque. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc c'est un masque, lui, qui vient d'Italie, qui a été fabriqué à la main en Italie, à Venise. Et voilà, on retrouve ce genre de masque. Et donc je vous proposerai une petite activité en lien avec ces masques à la fin de la vidéo. Et on peut aussi s'intéresser, par exemple, on va aller voir ensemble à qu'est-ce qu'on mange en Italie. Alors, en Italie, il y a des plats qui sont très connus. On a par exemple, on mange beaucoup de pizza, on mange des pâtes aussi.
qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que par exemple les horaires des repas, oui c'est vrai, en Italie sont très différents de chez nous puisque on mange plutôt, alors le midi c'est entre midi et 14h comme en France, mais le soir ils mangent très tard en Italie, ils mangent à partir de 21h30, voilà, on mange beaucoup plus tard qu'en France, ce sont les coutumes italiennes, alors tout le monde ne le fait pas, mais c'est les coutumes italiennes, c'est souvent on mange très tard le soir. Et moi j'avais envie de vous parler d'un autre plat qui est connu en Italie, c'est le tiramisu. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un dessert avec du café, du cacao, il y a de la mascarpone, des petits gâteaux. Voilà le tiramisu. Et je vous propose de mettre dans la description de la vidéo, je l'afficherai également ici sur la vidéo, la recette du tiramisu que vous pouvez refaire chez vous. Voilà. Alors pour ce qui est des recettes, je crois qu'on est pas mal. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça se passait en Italie, tout à l'heure on regardera comment se passe une journée d'école en Italie. Mais avant cela, on va passer à un petit problème de maths. Comme on le fait souvent à l'école, je vais vous dicter un problème mathématique et vous allez réfléchir sur votre ardoise si vous en avez une, ou bien sur votre cahier de brouillon pour essayer de trouver la réponse. Alors je rappelle que pour résoudre un problème, il faut bien penser à 3 choses très importantes. C'est les petites lettres qu'on écrit en haut de notre feuille pour se souvenir des 3 étapes. Quelle est la première étape lorsqu'on doit résoudre un problème? Oui, d'abord, bien sûr, on doit lire le problème. Ensuite, on doit faire un schéma. Un schéma, c'est un petit dessin qui nous permet de représenter le problème pour mieux comprendre les données du problème et comprendre comment le résoudre. Le schéma est indispensable pour ne pas se tromper et faire le bon calcul, une addition, une soustraction. Donc ça, c'est la première étape. Dès que je vais vous lire le problème, vous ferez le schéma sur votre support d'écriture. Ensuite, oui, il y a le calcul. Une fois qu'on a fait le schéma, il faut trouver le bon calcul. Est-ce qu'on fait une addition, une soustraction, une multiplication? Il faut savoir quelle opération on va écrire. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier la phrase réponse à la fin du problème. Ça, c'est très important. On répond toujours au problème par une phrase qui répond donc à la question posée dans le problème. Donc c'est parti, écoutez bien, je vais vous lire le problème et vous pensez bien à faire ces 3 étapes. Dans un bateau allant vers l'Italie, il y a 35 personnes. Je vais le lire plusieurs fois, mais commencez à écrire les données importantes, ou vous pourrez le réécouter en revenant en arrière sur la vidéo, mais pensez quand même à écrire les données importantes. Donc, dans un bateau allant vers l'Italie, il y a 35 personnes. Lorsqu'il s'arrête, 12 personnes descendent et 15 personnes montent. Combien y a-t-il de personnes lorsqu'il repart? Il y a 3 nombres importants dans cet exercice. Je vais le relire une fois un peu plus lentement. Dans un bateau allant vers l'Italie, il y a 35 personnes. Lorsqu'il s'arrête, 12 personnes descendent et 15 montent. Combien y a-t-il de personnes lorsqu'il repart? Donc je t'écris le problème sur la vidéo, sur l'écran, pour que tu l'aies sous les yeux. Et je te laisse un petit peu de temps. Tu peux mettre pause également sur la vidéo si tu as besoin d'un peu plus de temps pour y répondre à ce problème. Et n'oublie pas de mettre le schéma, le calcul et la phrase réponse. Et on va le corriger ensemble dans un petit instant. Donc l'image de la correction s'affiche sur l'écran et on va voir ensemble la façon dont il fallait résoudre ce problème. Donc on a d'abord le schéma que vous pouvez voir tout en haut de la feuille où j'ai dessiné d'abord un bateau avec 35 personnes. J'ai dessiné un bateau puis j'ai écrit le chiffre 35 dessous. Voilà, j'ai fait un schéma. J'ai pas pris le temps bien sûr de dessiner les 35 petites personnes, ça prend beaucoup trop de temps. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il suffit de faire un bateau puis d'écrire 35 dessous. Ensuite, j'ai continué mon schéma avec l'histoire où on disait que lorsque le bateau s'arrêtait, il y avait 12 personnes qui descendaient. J'ai donc redessiné mon bateau avec des personnes qui descendaient et j'ai écrit moins 12. Il y a 12 personnes qui partent. On aurait également pu dessiner, si on avait le temps, les 35 petits bonhommes et on barrait 12. Il y en a 12 qui sont en route.
Ensuite, j'ai dessiné un dernier bateau puisqu'on nous disait qu'il y en avait 15 qui montaient dans le bateau. J'ai donc dessiné pour la troisième fois mon bateau et cette fois-ci, j'ai écrit plus 15. Voilà, mon schéma, c'est simplement 3 bateaux qui m'expliquent ce qu'il se passe dans ce bateau. À la base, il y en a 35, puis il y a 12 personnes qui descendent et 15 personnes qui montent. On en enlève 12 et on en remet 15. Dessous, j'ai écrit le calcul qu'il fallait faire. Ici, c'était un petit peu différent des opérations d'habitude qu'on fait dans les problèmes parce qu'il fallait faire et une soustraction et une addition. Il y avait les deux puisqu'on enlevait des personnes et il y a des personnes qui remontaient. Donc, c'était un calcul en 2 étapes. On peut voir sur ma feuille qu'il y a d'abord le calcul 35 moins 12 qui fait donc 23. Si on a besoin, vous pouvez le poser sur votre feuille à côté de votre problème pour vous entraîner à faire des soustractions posées. C'est un excellent entraînement. Et à ce 23, j'ai à nouveau rajouté 15 puisqu'il y avait 15 personnes qui remontaient, ce qui m'a donné 38. Donc la réponse à ce problème, je l'ai ensuite écrit avec une phrase. Il y a 38 personnes qui sont dans ce bateau quand il repart. Donc simplement écrit, il y a 38 personnes. Donc voilà la solution de ce problème, il fallait trouver 38, mais c'était très important de faire les 3 étapes. Alors maintenant qu'on a fait ce petit problème, on va passer à une leçon de français. Il y a également une vidéo sur la chaîne YouTube disponible sur ce thème-là, qui est la vidéo sur les homophones, mais on va le revoir ensemble avec des petites affiches pour bien comprendre ce qu'il faut faire. Alors, on va parler donc d'une leçon sur les homophones grammaticaux. Qu'est-ce que c'est? Un homophone, déjà, c'est un mot qui se prononce pareil, mais qui ne s'écrit pas pareil. On a par exemple pomme, pour la pomme qu'on mange, et la pomme de la main. La pomme qu'on mange, c'est P-O-2-M-E. Vous pouvez le voir écrit à l'écran. Tandis que la pomme de la main, c'est P-A-U-M-E. Mais quand on dit, il n'y a pas de différence. Ou encore vert, pour la couleur vert. Et un verre pour boire, qui ne s'écrit absolument pas pareil. V-E-R-T et V-E-2-R-E. Et encore, on peut même rajouter le ver de terre, donc l'animal, V-E-R. Donc les homophones, voilà, ce sont des mots qui s'entendent pareil lorsqu'on les dit, mais qui ne s'écrivent pas pareil et qui ne veulent pas dire la même chose. Alors nous, on va s'intéresser aux homophones grammaticaux, c'est-à-dire les petits mots qui nous servent dans les phrases. Alors A, est-ce qu'on utilise un A avec un accent ou pas? E-T ou E-S-T, comment savoir lequel on utilise? Son, S-O-N ou S-O-N-T. Et enfin on, O-N ou O-N-T. Comment savoir lequel on utilise dans une phrase? C'est important de savoir les utiliser, ces homophones grammaticaux, à la bonne place, puisque c'est des mots qu'on utilise tout le temps lorsqu'on écrit, et ça permettra d'éviter de faire des fautes d'orthographe, parce qu'on ne sait jamais lequel il faut utiliser. Eh bien, moi, je vais vous donner les règles à connaître par cœur pour savoir utiliser ces homophones au bon moment. Alors, le premier par lequel on va commencer, c'est le A-A. A-A. On les voit ici aussi. Hop, je vais empocher un petit peu. Alors, est-ce qu'on utilise A avec accent ou A sans accent? Alors, le A avec accent, déjà, c'est le A, c'est une préposition. On l'utilise dans des phrases, par exemple, il va à la mer, le pot à confiture. Et le A sans accent, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Il a, elle a ou on a. Donc ce n'est pas la même chose et on ne les utilise pas au même moment. Maintenant, je vais vous donner l'astuce pour savoir si on utilise A avec accent ou A sans accent. Dans la phrase, lorsqu'il y a un A, pour savoir lequel on utilise, on va remplacer ce A par avait. Avait qui est donc le verbe avoir à l'imparfait à la troisième personne du singulier. On va prendre un exemple. Donc j'affiche l'affiche justement sur l'écran. Elle a un chat. Est-ce qu'on met un A avec accent ou pas? Eh bien, tout simplement, on remplace le A par avait et on voit si ça fonctionne. Elle avait un chat. Pas de souci, ça fonctionne très bien. Il faut donc utiliser le A sans accent. C'est le A du verbe avoir. Voilà la règle. Si on peut remplacer ce A par avait, c'est le A sans accent. Si ça ne fonctionne pas, c'est le A avec accent, donc la préposition. On va faire le deuxième exemple qui est sur la fiche. Elle va à Paris. On essaye de remplacer par avait. Elle va avec Paris.
la phrase ne veut absolument rien dire. On ne peut pas remplacer ce A par AV. C'est donc le A avec accent qu'il faut utiliser. Donc vous devez bien penser à utiliser cette règle. Dès que vous voyez un A dans la phrase que vous voulez écrire ou lors d'une dictée ou quand vous écrivez une histoire, vous pensez à le remplacer par AV. Si ça fonctionne, on utilise le A sans accent, le verbe. Si ça ne fonctionne pas, on utilise le A avec accent. Donc ça, c'était pour le premier homophone A. On va en voir 3 autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va voir et. Est-ce qu'on utilise ET ou EST? Alors pareil, ici, ces deux mots sont complètement différents. ET, c'est une préposition à nouveau, une conjonction même de coordination qui permet d'ajouter des choses ensemble. J'ai été au marché, puis j'ai acheté des pommes et des bananes et des fraises et des navets, etc. Tandis que le EST, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier de nouveau. Il est, elle est ou on est. Donc il ne faut pas confondre les deux. Ils ne veulent pas dire la même chose, ils ne s'utilisent pas au même moment. Cette fois-ci, la règle pour savoir si on utilise ET ou EST, c'est dans la phrase, lorsqu'on a un et, remplacé par été. Donc cette fois-ci, on remplace par le verbe être à l'imparfait. Pour le A, on remplaçait par AV. Cette fois-ci, on remplace par été. On remplace par été et si ça fonctionne, c'est qu'on utilise le verbe être, EST. On va faire un exemple. J'affiche sur l'écran la règle. Elle est belle. Dans cette phrase, comment savoir si on utilise EST ou ET? On remplace par été. Elle était belle. Ça fonctionne. C'est donc le verbe être qu'on utilise. C'est donc le EST. Pour l'autre phrase dessous, tic et tac joue. Tic et tac joue. Ça ne veut rien dire, ça ne fonctionne pas de remplacer le « et » par « été ». C'est donc le « et » qu'on utilise. On utilise la conjonction de coordination « et » « et ». Donc voilà la règle qu'il faut savoir. On se rappelle, on reprend que pour A et A, on remplace par AV. Pour et, on remplace par été. Si ça fonctionne le remplacement, c'est qu'on utilise EST. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on utilise ET. Voilà, donc ces règles, vous pouvez écouter plusieurs fois la vidéo. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, aller voir la vidéo YouTube qui ne parle que de ce sujet-là, donc des homophones grammaticaux. Et il n'y a pas le choix, il faut connaître ces petites règles par cœur pour savoir lesquelles utiliser au bon moment. Maintenant qu'on a vu A et on va voir on et on. Est-ce qu'on utilise ONT ou est-ce qu'on utilise ON? Ces deux mots, pareil, n'ont rien en commun. ONT, c'est le verbe avoir, cette fois-ci à la troisième personne du pluriel. Ils ont, elles ont. Et ON, cette fois-ci, c'est le pronom personnel on. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. C'est le on qui est donc la troisième personne du singulier. On mange, on parle, on rit, on joue, etc. Comment savoir si on utilise l'un ou l'autre? Eh bien, cette fois-ci, on ne remplace ni par AV ni par été, mais on remplace par AV à la troisième personne du pluriel, AV-ENT, qui est le verbe être, qui est le verbe avoir, pardon, à l'imparfait. Donc on remplace par AV. Je vous l'écris ici à l'écran. On va essayer avec deux phrases. Je vous affiche la règle. Ils ont faim. Comment savoir si on utilise ONT ou ON? Eh bien, on remplace par AV. Ils avaient faim. Aucun souci, ça fonctionne très bien puisqu'on vient juste de passer la phrase au passé en remplaçant on par AV. Et donc, c'est bien le ONT, le verbe avoir qu'on doit utiliser. On essaye sur une autre phrase. On va à Paris. AV va à Paris. Ça ne fonctionne pas. Ici, c'est donc le pronom personnel on qu'on doit utiliser. Donc, vous voyez, ces règles, en fait, il faut juste se souvenir du mot par lequel on doit remplacer et puis savoir que lorsqu'on arrive à remplacer par AV, eh bien, on doit utiliser le verbe ONT, le verbe avoir. Donc, voici pour le troisième homophone grammatical, on, ou. Il nous en reste un dernier, sont, sont. Alors, ils sont... alors, sont et sont, on peut écrire S-O-N-T ou S-O-N. Quelle différence y a-t-il entre ces deux mots? Eh bien, S-O-N-T, c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Elles sont, ils sont. Tandis que S-O-N, c'est un déterminant possessif, son chat, son stylo, son tableau, etc. Donc, rien à voir, un verbe et un déterminant, donc le petit mot qu'on met avant le nom pour le définir. Comment savoir si on utilise S-O-N-T ou S-O-N? Eh bien, j'affiche la règle à l'écran et on va faire un exemple.
il faut essayer de remplacer son par été, cette fois-ci, qui est donc le verbe être, cette fois-ci au pluriel, puisqu'on met ENT, puisque c'est ils sont ou elles sont. Ils sont vilains. Comment savoir si on utilise SONT ou SON? Eh bien, on le remplace par été, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, on essaye. Ils étaient vilains. Parfait, la phrase est juste passée au passé justement. Donc c'est bien le verbe SONT qu'on doit utiliser. L'autre phrase, celle qui est juste dessous, il aime son chien. Cette fois-ci, si ça ne fonctionne pas le remplacement par été, ça veut dire qu'on utilisera SON. Mais encore plus, pour vérifier, on va pouvoir remplacer par autre chose. Donc on essaye. Il aime était son chien. Ça ne marche pas du tout, donc on ne peut pas utiliser SONT. Mais pour être sûr que c'est SON, on peut le remplacer par mon. Au lieu de remplacer par son, on remplace par mon. Il aime mon chien. Et ça marche très bien dans la phrase, même si le sens change, la phrase est grammatiquement et syntaxiquement correcte. Il aime mon chien. Donc ici, c'est bien le déterminant qu'on va utiliser, SON. Voilà les 4 règles qu'il faut connaître. N'hésitez pas à réécouter cette petite leçon pour savoir quelles règles utiliser, pour savoir si on utilise et, a, on ou son. Et voilà, pardon. Et on va passer ensemble à un petit atelier d'entraînement sur ces homophones grammaticaux. Je vais vous proposer des phrases et vous allez devoir choisir parmi les paires d'homophones qui sont affichées au tableau. Donc les premières phrases, ce sera les phrases pour le A. Est-ce qu'on choisit A ou A avec accent? Est-ce qu'on choisit ensuite ON, ONT ou ON? Est-ce qu'on choisit EET ou EST? Ou est-ce qu'on choisit SON, SONT ou SON? Donc je vais commencer par vous dire des phrases. Elles s'afficheront donc également sur l'écran en A et A. Et on va voir ensemble lequel choisir. Donc vous n'hésitez pas à prendre votre cahier de brouillon. Là vous avez écrit votre date ou votre feuille. Et à écrire donc l'homophone que vous choisissez. Alors, première phrase. Mon frère a mal aux dents. Et moi je veux savoir si on choisit a mal aux dents, le A comme ça, ou le A avec accent. Mon frère a mal aux dents. On essaye de se rappeler la règle, c'est de remplacer par AV. Si on peut remplacer par AV, on choisit le A sans accent, qui est le verbe avoir. Si on ne peut pas remplacer par AV, on choisit le A avec accent. Alors on va essayer tout de suite. Mon frère a mal aux dents, on essaye de remplacer par AV. Mon frère avait mal aux dents. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Donc il faut choisir le A sans accent, le verbe avoir. J'espère que vous aviez trouvé. On va faire une deuxième phrase. Elle a 3 chatons. Comment est-ce que j'écris le A de elle a 3 chatons? Je vous laisse un petit peu de temps pour faire le remplacement et pour trouver la réponse. Est-ce qu'on peut remplacer par avait dans cette phrase? Elle avait 3 chatons. Oui, ça fonctionne à nouveau. C'était bien le premier, le A sans accent qu'il fallait à nouveau utiliser. J'espère que tu as trouvé. Une dernière phrase pour les A et A. J'ai acheté une machine à laver. Comment j'écris machine à laver? J'ai acheté une machine à laver. Je te laisse faire le remplacement et me dire si ça fonctionne ou pas. J'ai acheté une machine à laver. Je remplace par avait le A. J'ai acheté une machine à laver. Ça ne marche pas du tout. La phrase ne veut rien dire. Cette fois-ci, il fallait utiliser le A avec accent. Donc voici pour les exercices sur le AA. J'espère que maintenant tu ne te tromperas plus et que tu penseras à bien remplacer par AV pour trouver si c'est le A sans accent ou le A avec accent. Et on va passer au on. Je te propose la première phrase. Hier, on a fait une cabane. Je te rappelle également la règle qui est cette fois-ci de remplacer, pour savoir si c'est ONT ou on, par AV. Si ça marche, on choisit ONT. Si ça ne marche pas, on choisit ON. Donc je te laisse remplacer, je redis la phrase. Hier, on a fait une cabane. Comment est-ce que j'écris le on? Hier, on a fait une cabane. On essaye de remplacer ensemble. Hier avait fait une cabane.
hier, non même hier, a fait une cabane. On voit bien que ça ne fonctionne pas, il manque quelque chose dans la phrase. Et donc, il fallait choisir le on, c'était le pronom personnel. Hier, on aurait pu le remplacer par un autre pronom personnel. Il a fait une cabane ou elle a fait une cabane. Puisque il, elle, on, c'est toujours les mêmes terminaisons. Donc c'est super si tu avais choisi celui-là. Je vous propose une deuxième phrase. Les enfants ont appris leur leçon. On pense à remplacer par AV. Si ça fonctionne, on choisit ONT. Sinon, on choisit ON. Les enfants ont appris leur leçon. On essaye de remplacer ensemble. Les enfants avaient appris leur leçon. Est-ce que ça fonctionne? Les enfants avaient appris leur leçon. Oui, ça marche très bien, c'est une phrase au passé. Les enfants avaient appris leur leçon. Cette fois-ci, il fallait choisir le verbe avoir, ONT. C'est très bien si tu as trouvé. Il en reste une. On a toujours raison. On a toujours raison. Est-ce qu'on utilise ONT ou ON? On a toujours raison. Je te laisse réfléchir un petit peu. On essaye de remplacer par AV, je te rappelle. AV a toujours raison. Non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas dans la phrase, donc il fallait choisir le pronom personnel. On pouvait le remplacer par il ou elle. Il a toujours raison. Elle a toujours raison. Donc n'oublie surtout pas cette règle. Pour savoir si c'est ONT ou ON, on remplace par AV. Allez, on passe au ET ou EST. Alors, je te rappelle que la règle pour ET et EST, c'est de remplacer par ET. On essaye ensemble. Première phrase. Il a acheté une carte et un cadeau. Si ça marche le remplacement par ET, c'est EST. Si ça ne marche pas, c'est ET. Il a acheté une carte et un cadeau. On essaye le remplacement ensemble. Il a acheté une carte et un cadeau. Ça ne marche pas. Ici, c'était ET qu'il fallait choisir. On peut mettre il a acheté une carte et puis un cadeau. Il a acheté une carte et en plus, il a acheté un cadeau. C'est donc le ET qu'il fallait utiliser. Allez, le deuxième exemple. Il aime les légumes et les fruits. Il aime les légumes et les fruits. On essaie le remplacement avec été. Si ça fonctionne, on peut choisir EST. Je te laisse un petit peu de temps. Allez, on le fait ensemble. Il aime les légumes et les fruits. Toujours pas. C'était à nouveau le ET qu'il fallait choisir. Il aime les légumes et puis les fruits. C'est donc le ET qu'il fallait prendre. Et dernière phrase. Il est tard. Il est tard. On essaye de remplacer par été. Il était tard. Est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne très bien. Ici, c'était le verbe être qu'il fallait choisir. Il est tard, EST. Alors, j'espère que maintenant, dans tes dictées, je ne verrai plus des ET à la place des EST et des EST à la place des ET. Il faut bien connaître cette règle pour choisir le bon mot au bon moment. Allez, on passe au dernier exercice pour le son-son, qui est le dernier homophone grammatical. Allez, je te propose la première phrase. Les fleurs sont fanées. Les fleurs sont fanées. Pour voir si ça fonctionne, on remplace par été. Si ça marche, on choisit le verbe SONT, le verbe être. Sinon, on choisit le déterminant sont. Les fleurs sont fanées. Est-ce que le remplacement fonctionne? Les fleurs étaient fanées. Oui, ça marche très bien. Il fallait choisir SONT, le verbe. Les fleurs étaient fanées. Allez, je te lance la deuxième phrase. Il a perdu son chat. Tu fais le remplacement et puis tu écris bien sur ton cahier quel homophone tu choisis, SONT ou SON. Il a perdu son chat. On essaie le remplacement. Il a perdu était chat. Ça ne marche pas du tout. Donc ici, il fallait bien choisir le SON, le déterminant. On pouvait d'ailleurs le remplacer par mon. Il a perdu mon chat. Donc ici, il fallait choisir le deuxième.
Allez, une dernière phrase pour cet atelier et nous passerons à autre chose. C'est son stylo. Je laisse un petit peu de temps pour faire le remplacement. C'est son stylo. On essaye ensemble? C'était... Non, c'est était stylo. C'est était stylo, ça ne marche pas. C'était à nouveau le déterminant qu'il fallait choisir. Parce que la phrase ne veut rien dire, c'est était stylo. C'est son stylo, c'est mon stylo. Il fallait choisir le déterminant. C'est super si tu as réussi. Et on va ensuite passer à quelque chose que l'on fait aussi en classe avec mes élèves, c'est le rituel de l'œuvre du jour. Chaque jour, on découvre une œuvre, parfois ce sont des monuments, des peintures, des dessins, des photos ou même des musiques ou des extraits de films. Et aujourd'hui, on va découvrir un monument ensemble, un monument qui est bien sûr en Italie. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Je vous ai choisi cette œuvre-là, ce monument qui est très connu en Italie, peut-être que certains l'ont déjà vu. Voilà, je vous montre à quoi cela ressemble. Peut-être que quelqu'un sait comment s'appelle ce monument. Il s'appelle la fontaine de Trevi. C'est une fontaine qui se trouve à Rome et qui est extrêmement connue en Italie. Voici la fontaine de Trevi. Et cette fontaine, donc c'est une très vieille fontaine qu'on peut visiter, qui se trouve à Rome sur une petite place. Et vous pouvez voir en bas, là, il y a un bassin avec de l'eau. Et ce bassin, en fait, souvent, on conseille aux gens, pour réaliser leurs vœux, de se retourner et de jeter une pièce dans l'eau en faisant un vœu, et puis d'en jeter une deuxième pour être sûr de revenir à Rome, faire le vœu de revenir à Rome. Voilà, ça c'est la légende un petit peu qui dit que c'est une fontaine qui exaucerait les vœux. Et en fait, avant... il y avait souvent des enfants qui venaient pour ramasser les petites pièces dans l'eau. Ils fabriquaient des cannes à pêche aimantées, puis ils ramassaient les petites pièces de l'eau. Ça attirait beaucoup les enfants. Bon, maintenant, il faut savoir que c'est ramassé tous les matins par le personnel de la ville, donc qui repêche toutes les petites pièces dans l'eau et puis qui les donne à des personnes qui en ont besoin pour des œuvres caritatives, etc. Voilà, donc c'est très sympa à faire. Tu peux jeter une pièce dans l'eau pour faire un vœu. Qu'est-ce qu'on nous disait d'autre sur la fontaine de Trevi? Alors elle date du XVIIe siècle. Donc c'est quand même un site touristique qui est extrêmement vieux. Et en fait il se trouve à côté d'un palais à Rome qui est le palais Poli. Voilà, donc aujourd'hui on a découvert ensemble la fontaine de Trevi. Et demain nous verrons un autre monument ou une autre œuvre, peut-être un tableau ou bien une musique. Alors avant de se quitter, on avait dit tout à l'heure qu'on regarderait comment se passe une journée d'école en Italie. Comment c'est l'école en Italie? Est-ce que c'est comme chez nous ou est-ce que c'est différent? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Alors, l'école en Italie, on nous dit que presque tous les enfants vont à la maternelle. Ça se dit Scuola dell'infanzia. Et ils vont à la maternelle de 3 à 5 ans. Ah, d'ailleurs, on pourrait essayer d'apprendre ensemble à compter jusqu'à 3 en italien. Ça nous ferait quelques petits mots en italien pour aujourd'hui. Alors, peut-être que quelqu'un sait déjà compter jusqu'à 3 en italien. Ça se dit uno, due, tre. On peut le répéter ensemble? Uno, due, tre. C'est 1, 2, 3 en italien. Uno, due, tre. Voilà, alors je disais donc que tous les enfants vont à la maternelle de 3 à 5 ans, même si elle n'est pas obligatoire. Alors qu'en France, la maternelle est obligatoire depuis maintenant pas longtemps, mais à partir de 3 ans. À l'entrée en primaire à 6 ans, la scolarisation devient obligatoire et ce jusqu'à 18 ans. Donc en Italie, l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. Et à 11 ans, les élèves entrent au collège, donc c'est à peu près comme nous. Et le lycée débute à 14 ans, c'est 1 an plus tôt qu'en France et il dure 5 ans. Alors que chez nous, le lycée dure seconde, première, terminale, seulement 3 ans. Donc c'est ça qui est différent en Italie par rapport à nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous dit qu'il y a une seule classe, mais plusieurs maîtres. C'est différent. Nous, vous voyez, il y a une classe et puis souvent 1 ou 2 maîtres. Des fois, on se partage la classe à 2, comme avec maître Loïs. Mais sinon, il y a généralement une maîtresse pour une classe. En Italie, c'est différent. Il y a 3 instituteurs qui se partagent plusieurs classes. Et chacun, il enseigne plusieurs matières selon sa spécialité. Nous, en France, tous les maîtres et les maîtresses
enseigne du français, des maths, de l'histoire, des sciences, de l'anglais. On enseigne absolument tout. Eh bien, en Italie, c'est différent. Chaque enseignant est spécialisé dans une matière. Il y a le maître des maths, la maîtresse du français, la maîtresse de l'anglais, le maître de l'histoire. Voilà, chacun a une matière particulière à enseigner. Et ce sont des semaines qui sont un petit peu plus longues que nous, puisqu'ils vont 32 heures à l'école et nous, on y va seulement 26. Voilà, pour les vacances, je crois que c'est comme nous. Ils ont des grandes vacances qui durent ils ont des grandes vacances, je suis en train de lire, qui sont un peu plus longues que nous. Ils ont de la chance, hein. Ils ont des vacances qui vont de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. 3 mois de vacances. Mais ils en ont sûrement moins durant le reste de l'année. Donc voilà pour l'école en Italie. C'est un petit peu différent de nous, mais ça se rapproche quand même. Et avant de se quitter, je voulais vous proposer un petit défi, ainsi qu'une petite activité artistique. Alors aujourd'hui, le défi que j'ai proposé à mes élèves, puisque je propose un défi à mes élèves quotidiennement, donc tous les jours, c'est de créer un abécédaire. Alors qu'est-ce que c'est un abécédaire? C'est créer un petit livre ou bien écrire sur une feuille un objet ou une chose pour chaque lettre de l'alphabet. Alors ensemble, nous, on a choisi le thème des animaux. Et donc, mes élèves doivent pour aujourd'hui, s'ils le souhaitent, puisque les défis ne sont pas obligatoires, créer un abécédaire des animaux en écrivant un animal pour chaque lettre de l'alphabet. Si tu as besoin de plus de précisions sur ce défi, je te propose d'aller voir la vidéo qui s'appelle l'abécédaire, qui est aussi disponible sur ma chaîne. Mais je voulais également te proposer un autre petit défi, une petite activité artistique en lien avec l'Italie. Voilà, je te propose de décorer un masque italien. Alors celui-là est plein de petits détails, donc tu peux le colorier, c'est super pour travailler le graphisme et la précision. Donc il est disponible dans la description de la vidéo. Voilà, tu peux décorer ce masque et ensuite tu peux enlever les yeux, le blanc au milieu et puis mettre une petite ficelle pour mettre le masque sur ton visage. Voilà, et avant de terminer cette vidéo, je voulais proposer de faire comme on fait en classe avec mes élèves. On fait un petit rituel qui s'appelle le petit bonheur du jour. C'est-à-dire que tous les soirs, avant de se quitter, eh bien, on fait un tour de classe pour savoir les petits bonheurs de la journée. Eh bien, là, devant ton écran, je te propose, alors je ne pourrai pas l'entendre, mais ce n'est pas grave, je te propose de me dire ton petit bonheur de la journée. Qu'est-ce que c'était aujourd'hui ton petit bonheur, ou bien ton petit bonheur de hier, si tu es ce matin, et que tu n'as pas encore fait grand-chose de ta journée. Voilà, donc tu peux me dire aujourd'hui quel était ton petit bonheur. C'est très important de se rappeler ces petits bonheurs, puisque ça permet de retirer le positif de cette journée, et de voir que finalement, eh bien, il y avait plein de petites choses chouettes que tu as fait dans ta journée. J'espère que cette séance t'aura plu. On se retrouve demain pour la séance du mardi 21 avril et nous verrons un nouveau pays ensemble, mais je ne vous en dis pas plus. À demain!